et responsable. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Le deuxième mouvement de Chopin. On parlait de Chopin à 8h41. Oui, deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle. J'ai joué ça quand j'étais plus jeune et c'est une merveille. On oublie toujours qu'il a aussi écrit des pièces pour violoncelle qui sont magnifiques. Eh bien justement, on en parlera tout à l'heure. Luc, bonjour, bienvenue. Bonjour mon ami. En ce lundi. Heureux de vous retrouver. Mais pareillement, on recommence avec cette sidération évidemment. Le choc, le casse du siècle. Quelques titres de la presse ce matin dont nous parlait Augustin d'ailleurs tout à l'heure. Après ce vol spectaculaire au musée du Louvre, dans la galerie Apollon, pour vous aussi, Luc, c'est une sidération ? C'est sacrilège. Moi, j'aime bien cette idée que le sacré n'est pas le religieux. C'est le lieu du sacrilège et éventuellement du sacrifice possible. Et je pense que pour beaucoup de Français, c'est comme l'incendie de Notre-Dame. C'est pas possible, c'est quelque chose qui... Le Louvre, c'est sacré, voilà, les œuvres d'art du Louvre, c'est sacré. Il y a du sacré laïque, et j'aime bien cette idée d'ailleurs, et donc je pense que ça choque tous les Français, et malheureusement, ça nous ridiculise aussi à l'étranger, et j'évoquais hier avec mon ami Elie Chouraki, il fait un film sur son grand-père, qui était gardien au Louvre, gardien du musée du Louvre, et qui est donc un monsieur juif qui est arrivé en France en étant juif, et pas encore français, et qui est devenu français, qui adorait la France, bon, et quand il a su que les nazis arrivaient à Paris, il a organisé l'exfiltration avec une douzaine de camions, y compris de la Joconde, vous vous rendez compte, de toutes ces œuvres, la victoire de Samothrace, tout ça. Bon, Elie fait un film sur son grand-père qui sortira en février. Et donc, je pense à ces juifs venus de loin, qui aiment tellement la France et qui sont devenus français, qui se sont intégrés comme aucune autre communauté en France et qui considéraient que ces œuvres d'art était sacré, voilà. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très profondément choquant, de sacrilège d'une certaine manière, parce que en plus ces bijoux vont être démontés, ils vont être vendus bout par bout, on va retirer les diamants, les rubis, les émeraudes pour les vendre plus facilement, parce que sinon c'est invendable. Probablement on ne les retrouvera jamais. Et donc tout ça est quand même à la fois désolant, sacrilège et ridicule. Stéphane Bern réagissait dans Le Parisien ce matin, il parlait quand même d'un sentiment de honte. Oui. Nous avons failli, rajoute d'ailleurs Gérald Darmanin ce matin, le ministre de la Justice. C'est pour ça que je parle de sacré et de sacrilège. C'est parce que en fait, ce sentiment de honte, cette faillite, ça renvoie à cette idée-là. Et c'est vrai qu'il y a des symboles auxquels on ne touche pas. Voilà. Et donc le Louvre en fait évidemment partie. On se moque de nous, c'est terrible à l'étranger, dans la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung par exemple. Et donc ça rajoute à cette mauvaise image de la France. Moi, vous savez, j'adorerais être optimiste. Fondamentalement, je suis optimiste. J'adorerais avoir une lueur et dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais attendez, on peut s'en sortir. Il y a des choses magnifiques, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je vois pas la lueur, voilà, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan éducatif ou culturel. On a l'impression de s'enfoncer sans voir la sortie du tunnel. Il faudra bien qu'on la trouve. Mais franchement, j'adorerais pouvoir dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, il y a une formidable nouvelle. Si, il y en a peut-être une, l'intelligence artificielle va sauver des millions de vies dans le domaine du cancer. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et il n'y a pas d'immunothérapie, pas de thérapie ciblée sans l'intelligence artificielle. Donc ça sauvera des millions de vies. Donc voilà, j'ai quand même trouvé un truc positif à dire. Bon, on va continuer quand même dans les mauvaises nouvelles, malheureusement. Je suis désolé, mais c'est inévitable, mon ami. Avec, vous en parliez un petit peu d'ailleurs à l'instant, la douloureuse qui est arrivée avec un mois et demi d'avance, la France rétrogradée d'un rang par Standard & Poor's, notée A+. Comme disent les spécialistes. Voilà. S&P. Et comment vous interprétez ce signal ? Bon, il est mauvais à nouveau. C'est très simple à comprendre, mais comme c'est des sujets auxquels les Français s'intéressent peu, on peut l'expliquer. Ce qui a justifié cette dégradation, qui aura des conséquences très 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 dramatiques pour la France, parce que ça veut dire que les taux d'intérêt vont grimper, ça veut dire que la charge de la dette va grimper, qui va dépasser l'année prochaine ce que rapporte l'impôt sur le revenu, et donc nous empruntons plus cher sur les marchés que la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne, dont on se moquait il y a 20 ans ou il y a 10 ans encore, et qui aujourd'hui se moquent de nous. Il faut comprendre pourquoi S&P a dégradé la note de la France. C'est pas simplement parce qu'on a 3500 milliards d'euros de dette, grâce à la politique de notre cher président.
Mais parce que encore une fois, il fallait aider les entreprises, mais il fallait faire des économies en face. Or, on ne les a pas faites. Et même, on a augmenté systématiquement le nombre de fonctionnaires chaque année. Mais le problème, c'est le retrait de la réforme des retraites. La suspension. Mais évidemment, la suspension. Ouais, en fait, elle sera retirée. Parce qu'on dit suspension pour être élégant, mais elle sera retirée. Et donc, la vérité, c'est que ça prouve au marché financier que la France est incapable de faire une réforme. Au fond, avec la flat tax, c'était la seule réforme, Macron. Et donc, le reste, il y avait rien. Bon. Et donc, on retire la seule réforme qui, en plus, n'était pas au niveau. D'abord, elle n'était pas très bonne, elle était injuste pour les carrières longues, mais en plus, elle rapportait pas assez. Mais en plus, on la retire. Donc, pour les marchés, ça veut dire que la France est non seulement à 3 500 milliards d'euros de dette. Écoutez bien ça, le déficit public l'année prochaine sera inévitablement autour de 180 milliards d'euros. Faut le savoir. Hein. Et donc, pour les marchés financiers, le fait qu'on retire la seule réforme qui comptait un peu, et on a un prix Nobel d'économie qui vient du Parti communiste, qui est passé au Parti socialiste, et qui, Philippe Aghion, pour ne pas le nommer. Et que nous recevrons demain, d'ailleurs, je précise pour les auditeurs. Alors demandez-lui pourquoi il trouve que la suspension de la réforme des retraites, c'est formidable. Il faut lui demander, parce qu'il trouve ça formidable. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est une catastrophe. Et si j'étais député LR, j'aurais évidemment voté la censure. Parce que, évidemment, que David Lisnard et que Bellamy avaient raison de dire qu'il fallait, Bellamy n'est pas député, mais, il est député européen, mais qu'il fallait voter Vauquier, c'est trahi, nous a trahi. Voilà. Et donc, on est l'addition va être colossale. Et donc, beaucoup plus salée, si je puis dire, que ce qu'aurait coûté un peu d'instabilité, parce que la stabilité dans la chute libre, c'est pas une bonne chose. Vous voyez, encore une fois, on va emprunter plus cher que la Grèce, on va avoir des taux d'intérêt qui vont grimper à cause de cette dégradation de la dot de la France, et en plus, on va nous écraser d'impôts, parce que le cornu est incapable de faire passer autre chose que des impôts. Voilà. Et donc, on touchera pas un fonctionnaire. Voilà. Alors qu'il faudrait évidemment ne pas renouveler les départs à la retraite de plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires. Ce qui fait de mal à personne, parce que vous ne renvoyez pas des gens, vous ne mettez pas des gens au chômage, vous ne renouvelez pas des départs à la retraite en réorganisant la fonction publique. Et en plus, il faut travailler plus. Mais on a un prix Nobel d'économie, vous allez le recevoir demain, qui trouve formidable la suspension de la réforme des retraites et qui a conseillé Macron pendant 8 ans. Et qui préfère la réforme des retraites, un système à points. Bah oui, mais de toute façon, à défaut d'avoir un système à points, on avait cette réforme des retraites et la suspendre fait que S&P dégrade la note. Et il trouve ça épatant. Alors c'est normal. Il était au PCF quand il était gamin, et puis après, maintenant, il est proche de la CFDT. Mais la CFDT demande la suspension des retraites. Et à part dire qu'il veut surtout pas que le Rassemblement national arrive au pouvoir, mais c'est pas ça qu'on attend d'un prix Nobel d'économie. On n'attend pas qu'il fasse de la politique. On attend que ce soit un sage et que moi, j'aimerais mieux qu'il ait le certificat d'études et qu'il ait du bon sens. Lui qu'il faudra écouter Radio Classique à 8h15 demain pour avoir sa réponse. Suspense. Oui, mais la suspension de la réforme des retraites, et encore une fois, c'est ce qui justifie la dégradation de la dot de la France en A+. Quand j'étais ministre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, on était à 3 A+. Vous vous rendez compte qu'on a perdu 2 A. Et donc, encore une fois, la charge de la dette augmente. Et en plus, on dit, on fera une nouvelle réforme des retraites. On y repassera quand on fera l'élection présidentielle. Mais vous avez vu avec quelle facilité on fait une réforme des retraites en France. Et évidemment qu'il faudrait avoir une réforme des retraites beaucoup, beaucoup plus intelligente. C'est pas simplement la réforme des retraites à points. Moi, je suis pas pour la réforme des retraites à points. Mais je pense que ce qui compte, c'est pas l'âge de départ, c'est la durée de cotisation. Et il faut aussi un départ à la retraite en sifflet. Il faut des 2 tiers de temps, des mi-temps, des tiers de temps. Moi, j'ai 75 ans et je peux plus enseigner à la Sorbonne. C'est ridicule. Le type qui est sur son marteau-piqueur, c'est tout à fait normal qu'il parte, mais même à 55 ans. Moi, j'avais fait la réforme des retraites de 2003 avec l'aide de Chérec, qui était un type bien. On avait tenu compte de la pénibilité, mais il faut en tenir compte encore davantage. Mais pour des gens, pour des avocats, des médecins, des profs d'université, mais qui travaillent jusqu'à 75 ans, est parfaitement normal. Voyez. Mais c'est un serpent de mer, ça n'a jamais été résolu, cette histoire de pénibilité. Et là, on a une réforme qui est vraiment pas bonne, qui est pas très juste, parce qu'elle ne tient pas assez compte des carrières longues, mais en même temps, en plus, elle est pas au niveau sur le plan financier, mais en plus, on la supprime, et la note de la France est dégradée, et on a des gens qui applaudissent ça, des économistes qui applaudissent ça, mais écoutez, les bras m'en tombent des mains. Luc, finissons avec un petit peu de musique. On cherchait des bonnes nouvelles au début de cette émission. Vous nous parliez de violoncelle
au tout début d'Esprit Libre. Eh bien voilà la réponse, c'est parce que c'est l'annonce du lauréat du concours international Chopin. Alors là, on parle de piano pour ce lauréat. Et vous avez déjà essayé de jouer du Chopin au piano, Luc? Je ne sais pas si... Non, j'ai joué du Chopin au violoncelle. Le deuxième mouvement de la sonate de Chopin qui est sublimissime et qui est pas trop virtuose. On l'écoutera un jour, mais on va surtout parler de piano, évidemment. Ça, et il faut écouter, c'est magnifique. Voilà, mais écoutons-le, je me tais. Ok, mais je voulais choisir quand même un morceau de piano puisque ça va être un lauréat de ce mon concours. Préféré, c'est le sixième prélude. Non, au piano, je mets au-dessus de tout le sixième prélude de Chopin. Eh bien, j'ai choisi la fantaisie impromptue également, très difficile à exécuter et réalisée d'une main de maître. Vous allez l'entendre justement, d'une main de maître par Alexandre Tarot. Alors Luc, hors antenne, vous me faisiez une description de ce morceau, de ce jeu. Oui, en fait, ce sont des arpèges, et donc ça a l'air très virtuose, mais c'est moins difficile, par exemple, que la quatrième ballade. Voilà. Mais bon, je vais pas faire cuistre, mais c'est sublimissime, la fantaisie en face, c'est vraiment une merveille aussi. De toute façon, Chopin, moi, je le mets au-dessus de tout le monde. Voilà. Bach et Chopin, je rajouterai Brahms sur mon île déserte, et puis un peu de César Franck. Voilà. Mais Chopin, il y a tout dedans. Il est quand même incroyable. Quand je pense, imaginez qu'il ait vécu jusqu'à 80 ans, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ça aurait été inimaginable. Ouais, c'est toujours la question qu'on peut se poser. Mais mettez-nous une fois le deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle. Vous verrez, c'est une merveille absolue. Et on l'écoute beaucoup moins que les œuvres pour piano, alors que c'est absolument sublime. Eh ben, nous l'écouterons la prochaine fois, Luc. C'est promis, le rendez-vous est pris. Bonne semaine. Merci à vous. Et à lundi prochain. Et à lundi prochain avec plaisir. 8h53 sur Radio Classique. Dans un instant, le flash.